Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Et André, laissez-moi commencer par la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Netanyahou veut quelque chose de Donald. Quel est, à votre avis, est-ce qu'Israël a le sentiment que Donald Trump fait quelque chose qui ne leur profite pas? Quelle est la raison principale? Parce que, en fait, c'est la 7e fois que Benjamin Netanyahou se rend aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Et quelle est la raison principale de ces, vous savez, réunions interminables? Et à chaque fois, vous savez, avant les négociations avec les Iraniens, Witko est allé en Israël et maintenant Netanyahou vient aux États-Unis. Qu'est-ce qu'Israël veut des États-Unis? Eh bien, le maître est arrivé à Washington, D.C. et Israël possède Washington, D.C., vous savez, de haut en bas, à quelques exceptions près. Et il donne des ordres et il presse Trump de faire ce qu'Israël veut, malgré le fait qu'Israël ait dit à l'Iran, « Oh oui, faisons l'accord que quoi qu'il vous arrive, entre vous et les États-Unis, nous ne sommes pas impliqués. » Ce à quoi, évidemment, les Iraniens ont répondu à Israël, « Ça ne nous intéresse pas. » Vous allez la voir d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, essentiellement, je pense qu'il veut que les États-Unis s'engagent totalement. D'abord, Netanyahou n'est pas bon militairement. Les FDI, en général, ne comprennent pas très bien la guerre moderne et ce que c'est, surtout après les 12 derniers jours où l'Iran leur a montré à quoi pourrait ressembler une vraie guerre. Mais il essaye de convaincre, évidemment, Trump de s'engager totalement, quoi que cela signifie peut-être. Parce que la seule façon que les États-Unis peuvent faire quelque chose contre l'Iran, c'est évidemment d'aller nucléaire. Mais encore une fois, cela devient un État paria et ils ne vont toujours pas vaincre l'Iran, vous savez donc. Trump est dans un dilemme. C'est en fait un catch-22. Damnez si vous le faites, damnez si vous ne le faites pas, vous savez. Donc, s'il ne fait pas ce qu'Israël veut, un nouveau lot de dossiers Epstein sera, vous savez, fourni. Et il y aura encore plus de milliers de mentions de M. Trump qui affirme maintenant qu'il n'a vraiment pas été ami avec M. Epstein. Et s'il le fait, il pourrait perdre les élections de mi-mandat et ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas le Venezuela 2.0. Ils ne peuvent pas acheter les Iraniens. Je veux dire, ils peuvent acheter quelques imbéciles des soi-disant services de renseignement libéraux et tous ces, vous savez, agents du Mossad et tout ce que vous voulez. Mais les dernières fois, ils ont été exposés. Le réseau a été assez bien exposé et donc ils n'ont pas autant d'atouts et ne sont pas aussi efficaces qu'avant. Donc, évidemment, tout ce qu'ils ont essayé en parlant d'instabilité en Iran a échoué et c'est ce que c'est. C'est la seule chose qui se passe là-bas. Et Trump, il n'y a pas de moralité là-bas. Il n'y a rien de tout cela. C'est juste un pur calcul politique parce qu'il sait que le moment, Dieu nous en préserve, bien sûr. Vous savez, leur cercueil des militaires américains commenceront à arriver, vous savez, recouverts de rouge, blanc et bleu par des C-117 en provenance du théâtre. Ça va mal paraître, d'accord? Et il y a beaucoup de médias établis qui vont, vous savez, essentiellement parader cela à la télévision. Et Trump n'aime pas paraître faible et vaincu, vous savez. Cessons. Et les élections de mi-mandat approchent pour lui. Pas que, vous savez, vous allez changer un tas d'ordures pour un autre. Ça ne fait aucune différence, vous savez. Les deux partis sont essentiellement un seul parti, juste des ailes différentes. Donc, et c'est ce qui le motive. Donc, évidemment, il peut envoyer le deuxième groupe de combat de porte-avions. Pas que cela fera beaucoup de bien, vous savez, de toute façon. Et donc, nous avons cette situation qui se développe là-bas. Et quoi qu'il se passe, vous savez, ça va arriver, mais espérons que nous l'éviterons cette fois encore d'une manière ou d'une autre. Mais vous êtes aléa. Vous revenez juste de Téhéran et que les Iraniens sont prêts à se battre alors. Ouais, je pense qu'ils sont prêts à se battre. Et André, il semble que l'administration Trump envoie un deuxième porte-avions dans la région. Et
Et vous vous souvenez de la guerre entre l'Irak et les États-Unis? Ils ont envoyé, je ne sais pas si c'était 6 porte-avions, je pense que c'était ça. Je ne me souviens pas combien. Il y en avait peu. Ouais. Il y en avait plusieurs, en fait. Plus de 2. Ouais. Et maintenant, ils veulent combattre l'Iran avec 2 porte-avions. Je ne sais pas si ce sera une attaque israélienne contre l'Iran, puis les États-Unis essaieront de soutenir Israël. Non, cette fois, ce sera probablement les États-Unis, à en juger par ce qu'ils essaient d'assembler. Mais le problème est, encore une fois, que les États-Unis n'ont jamais dépassé la bataille aéroterrestre. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Les militaires américains, le Pentagone, l'armée américaine, ils ne savent pas comment mener une véritable guerre interarmes contre un ennemi de premier ordre. Et ici, nous avons la situation où la seule chose qu'ils savent faire est d'obtenir la supériorité aérienne contre des forces IR aussi puissantes que l'Afghanistan ou l'Irak, qui n'existaient pas non plus. Donc, c'est la seule chose qu'ils savent. Ils savent bombarder, d'accord? Aucune de leurs forces aériennes américaines n'a jamais été confrontée à un environnement de menace réelle, à l'exception du Vietnam. Mais là encore, la situation était très différente. Donc, ils ne savent pas comment faire. Ils savent bombarder, c'est la seule chose. Et donc, ils doivent rassembler toutes ces ressources. Mais le problème est, que pouvez-vous faire? Vous pouvez probablement déployer des forces d'opération spéciales sur le terrain, les insérer. Ils ne vont pas gagner la guerre. Je ne pense pas qu'ils puissent parcourir des milliers de kilomètres avant d'atteindre Téhéran, par exemple. Vous voyez? Et ensuite, vous avez la situation avec leur défense aérienne, comme je l'ai déjà dit, qui est pour eux une toute nouvelle paradigme parce que Iran a une véritable défense aérienne, vous savez. Pas comme l'Irak, qui avait les anciens systèmes S-75, qui n'étaient même pas mobiles. Donc, vous avez cette configuration et ils espèrent probablement que ça ira mieux, je suppose. Mais peu importe combien de porte-avions vous avez là-bas, contrairement aux Irakiens, comme je l'ai déjà dit, les Iraniens sont prêts à se battre. Et même le fait que beaucoup de gens n'y prêtent pas attention ou n'y accordent pas beaucoup de crédit, la marine américaine, l'un des porte-avions, un des destroyers de classe Arleigh Burke, a abattu la copie iranienne. Ce n'est pas une copie, c'est similaire en apparence à un drone Reaper, mais ils l'ont abattu à plusieurs centaines de kilomètres de la côte iranienne. Et c'est là qu'ils sont, en fait, pour les professionnels, comme, d'accord, ils savent où se trouvent ces moyens navals. Ils ont envoyé ce drone pour qu'il soit abattu, parce qu'évidemment, vous n'allez pas faire grand-chose avec un seul drone. Mais cela vous dit qu'ils l'ont touché du point de vue des capteurs. Et dire que c'était l'indice, nous savons où vous êtes. Nous pouvons développer une solution de tir et la prochaine fois, il n'y aura pas forcément de drone en vol, vous savez. C'est pourquoi ils retirent ces moyens navals des destroyers vers surtout le porte-avions loin de la côte. Et nous savons pourquoi ils font cela, parce qu'évidemment, le risque réputationnel, en plus du risque physique pour le personnel des forces navales américaines là-bas, est énorme. Alors, pouvez-vous imaginer si quelque chose fuit et touche le golfe d'Aden, bien sûr, vous savez, nous espérons que nous n'irons pas là-bas quelques superstructures du porte-avions ou tuer du personnel ou même déclencher un incendie majeur là-bas. Non, alors nous avons vu ce que les Houthis ont fait, d'accord? Les Houthis, bon sang, ce sont des gens principalement en sandales avec des AK-47 et des systèmes d'armes anciens. L'Iran a des systèmes d'armes modernes, y compris des missiles anti-navires avec une portée très respectable, et il a ses propres. Fermer le détroit d'Ormuz, c'est tout. La présidence de Trump est terminée. André, quelle est la portée des missiles que possèdent ces porte-avions? C'est parce qu'ils sont loin de la côte iranienne. Oui, et s'ils essaient de... Ils ont environ 400 à 500, probablement moins, 400 Tomahawks. Ils ont une portée d'environ 2000 kilomètres. Ils sont tous intégrés dans les systèmes de lancement vertical, les MK-40 et 1, sur les premiers destroyers de classe mondiale. Et peut-être s'ils rassemblent quelques Ohio, le dernier, qui a été converti en transporteur de ces Tomahawks. C'est environ 152, je crois, ou 156, je ne me souviens plus du chiffre, à peu près. Et
probablement quelques Virginias qui ont chacune 32 ou 36 de ces missiles. Je ne me souviens plus exactement. Donc, c'est à peu près tout. Le reste est sur le porte-avions, l'aviation. Ils ont toutes ces sortes de munitions intelligentes et qu'ils appellent à distance. Mais les premières versions de JASSMS Joint Attack, je ne sais plus quelle munition, j'en ai assez de déchiffrer ces abréviations. Donc, c'est un substitut furtif subsonique pour le Tomahawk. Il est transporté, 3 d'entre eux, par le Super Hornet, et les premières versions avaient une portée d'environ 300 à 500 km. La dernière version atteint 900 km. Donc, il développe un missile d'une portée de 1900 km, comme ça. Mais c'est essentiellement une autre itération du Tomahawk. Vous savez, c'est toujours la même chose. Et en fait, à un moment donné, en 2018, les Syriens ont abattu non seulement sur 109 Tomahawks, ils en ont abattu plus de 78. Il y avait beaucoup de JSSM qui avaient été abattus par la défense aérienne syrienne à cette époque. Donc, c'est à peu près tout. Ce dont ils ont besoin, si vous avez ça, JASSM de 900 km. Vous devez en gros, si vous ne voulez pas mettre vos avions de combat aériens comme les Super Hornets en danger, probablement, les lancer puis immédiatement ravitailler. C'est ce qu'ils font habituellement. Vous savez, ils décollent en version plus légère, puis ils ravitaillent près de leur porte-avions et ensuite ils partent. Vous pouvez probablement le faire à partir de 15 000, 1500 km de portée. Mais n'oublions pas, l'Iran est un grand pays. Du nord au sud, il s'étend sur environ 2000 km, je crois, ou quelque chose comme ça. Beaucoup. Et donc, 1500 km, donc soudainement, et surtout en ce qui concerne l'emplacement de Téhéran, vous savez, dans la partie nord, non loin du Mazanderan, vous savez, et donc c'est comme, oui, vous devez entrer dans leur espace aérien. Comment allez-vous entrer dans l'espace aérien? Eh bien, vous avez 2 options. Vous avez l'Irak, qui est toute une autre histoire, et l'Irak est absolument contrôlé par l'Iran. Et bien sûr, vous avez l'Azerbaïdjan. Et Monsieur Aliyev a été averti de cela, et pas seulement par l'Iran. Évidemment, Monsieur Moscou leur a également dit, si vous voulez vous attirer de vrais ennuis, bien sûr, allez-y. Mais ensuite, vous savez quoi, c'est toute une autre histoire. Et donc, nous avons cette dynamique là-bas. Et nous avons cette dynamique opérationnelle tactique que les États-Unis sont confrontés à un catch-22 très sérieux essentiellement. En plus du fait que vous devez placer vos actifs aériens sur les pistes d'atterrissage au sol, et ils sont tous à portée de l'Iran. Ils ont mis des choses de type missiles tactiques, ATA-CMS au Qatar, mais je ne sais pas. Ils veulent. Ils sont mobiles. Ils espèrent qu'ils peuvent lancer et fuir, ce qu'ils peuvent probablement faire. Mais le point est que tout dépend aussi du poids, entre guillemets, poids de la salve de missiles iraniens. Les États-Unis n'ont rien en termes de défense aérienne qui puisse sérieusement atténuer les vraies attaques. Non. Les systèmes de défense aérienne sont généralement, ils sont plus efficaces contre les avions de chasse que contre les missiles. Ouais. Oui. Je veux dire, ils peuvent probablement abattre s'ils ont un avertissement précoce, et c'est ce qu'ils pourraient avoir, car évidemment, les États-Unis ont beaucoup d'actifs ISR, de reconnaissance, là-bas actuellement. Et s'ils ont un avertissement précoce, ils peuvent théoriquement anticiper la salve de quelque chose comme des missiles subsoniques ou d'attaques terrestres. Le Patriot PAC-3 n'est pas un bon complexe de défense aérienne, surtout contre les missiles supersoniques. Et l'Iran possède des missiles supersoniques, et nous parlons de missiles supersoniques Mach 2+, qui peuvent également être utilisés sur des missiles de croisière. Je ne parle pas de balistique. Et donc, oui, il y a beaucoup de problèmes là-bas avec. Et encore une fois, la performance de la défense aérienne américano-israélienne lors du dernier événement a été lamentable. C'était catastrophique. Ils ont échoué de manière si dramatique, c'est incroyable. Oui, ils ont intercepté quelque chose comme, selon différentes estimations, 25 à 30% des missiles. Le reste est tout simplement passé. C'est pourquoi Israël a classifié chaque vidéo ou photo qui sortait
d'Israël afin de essentiellement contrôler le récit. C'est là où ils sont bons, principalement dans les récits. Ils ne sont pas vraiment doués pour faire la guerre. Mais oui, les États-Unis sont maintenant avertis par Tel Aviv que c'est notre voie ou la route et que les États-Unis vont être davantage affectés par Israël s'ils continuent de faire. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas déjà subi des dommages, nous en avons déjà discuté avec vous, vous savez, de l'effondrement total du contrat social dans l'Ouest combiné, en particulier avec les réseaux pédophiles qui dirigent essentiellement le pays. Et que puis-je dire? Alors, nous avons cette dynamique absolument folle que vous n'auriez pas attendue il y a même 10 ans. Donc, si je ne me trompe pas, si je vous comprends, la façon dont vous le décrivez, c'est qu'Israël veut que les États-Unis combattent l'Iran. Bien sûr. Waouh, ils l'ont toujours fait. Et ils vont être en marge. Ils ne vont pas être si impliqués. Eh bien, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Tsahal est essentiellement une gendarmerie. C'est une force de police avec un équipement lourd. Elle n'est pas douée pour combattre qui que ce soit, vous savez. Donc, tout cela, vous savez, beaucoup de gens oublient que même, tout d'abord, cette mythologie grossièrement gonflée par leur AIPAC et, vous savez, le lobby israélien aux États-Unis au sujet de, oh oui, la guerre de 1967-1973 et, eh bien, ils ont perdu lors de la guerre de 1973, rien qu'à cause de la défense aérienne, plus de 120 avions de combat. Vous savez, beaucoup de gens oublient. Évidemment, ces complexes de défense aérienne ont été construits principalement par les opérateurs soviétiques. Mais, je veux dire, ils combattaient, des armées arriérées, où en fait, la plupart d'entre eux étaient illettrés à l'époque. Des armées arabes qui sont incapables de... Eh bien, vous avez vu vous-même comment ils ont également trahi là-bas, vous savez, Assad. Et oui, vous savez, si vous essayez de créer et de construire quelque chose sur cela, c'est comme si, même lorsqu'ils étaient en infériorité numérique, nous parlons de personnes avec des cultures différentes en termes de leur, vous savez, dévouement et formation. Les Israéliens étaient évidemment suprêmement mieux formés, bien formés, vous savez, que l'armée arabe, et le sont toujours. Mais le problème, c'est qu'après avoir vu ce qui s'est passé en 2006 à Litanie, après avoir vu ce qui se passe encore à Gaza, ils ne peuvent toujours pas vaincre le Hamas. Si c'est, vous savez, ce que c'est, combien, 20 miles carrés, petit endroit. Alors, ce n'est pas bon pour nous. Et ils, vous savez, se vantent, vous savez, comme nous sommes une grande force aérienne. Pas vraiment. Je veux dire, ils peuvent certainement voler, vous savez, mais le fait est que la dernière fois qu'ils ont eu cet objectif, le vrai choc pour eux, c'est qu'en réalité, un radar iranien a réussi à verrouiller un F-35. Voilà, tout est dit. C'est tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Donc, ils savent qu'ils sont vulnérables. Ils savent qu'ils sont sans défense après la dernière fois. Et vous avez tous vu ces vidéos dramatiques, essentiellement des vidéos de la base de Nevatim étant absolument détruites. Vous savez, les installations au sol. Ils ont vu ce qui s'est passé à Tel Aviv, vous savez, et des choses de cette nature. Ils ne veulent pas le répéter. Mais ils ont toujours voulu que les Américains se battent pour eux. Ils ont toujours voulu que des GI américains, des gaz américains meurent pour eux. C'est pourquoi ils ont besoin du mouvement sioniste chrétien aux États-Unis. C'est pourquoi ils contrôlent le Congrès. Et chacun, pas tous, mais la plupart d'entre eux sont contrôlés par Israël. Ces fanatiques du, vous savez, mouvement sioniste chrétien aux États-Unis, leur idée est que les garçons américains meurent pour Israël. Et ils ont tout l'AIPAC et l'establishment pro-israélien dans les médias, comme toutes sortes de, vous savez, ce que vous voulez, des médias pro-israéliens comme Newsweek, par exemple, ou ce que vous voulez. Et leur tâche est de convaincre les États-Unis d'aller mourir en combattant l'Iran, parce que l'Iran est décrit par ces fanatiques à Tel Aviv comme, vous savez, une menace existentielle. Eh bien, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Vraiment, il n'y a rien de plus. Oui. André, comment voyez-vous la connexion entre l'Iran, la Russie et la Chine? Nous savons que l'Iran et la Russie sont activement impliqués dans un conflit avec les États-Unis. Et d'autre part, la Chine ressent d'une manière ou d'une autre la pression des deux conflits. Et dans le cas du Venezuela, ils ne reçoivent plus de pétrole du Venezuela. Et c'est difficile pour moi de dire quelque chose sur la Chine. J'ai des choses à dire sur l'armée chinoise et beaucoup de gens ne vont pas aimer ça.
Mais en ce qui concerne la Russie et l'Iran, il y a certainement une sorte de garder à l'esprit, nous savons pertinemment que la Chine construisait le pont aérien entre la Chine et l'Iran, et il y avait beaucoup de gens disent que ces 50 avions de transport chinois qui ont atterri à Téhéran. Donc, la Russie en a envoyé 6 ou 5, mais quelques-uns d'entre eux étaient des Antonov 124, qui sont des Ruslan, qui sont des avions gigantesques, et ils peuvent transporter beaucoup de cargaisons. Donc, je ne sais pas ce qu'ils livraient. Nous savons maintenant évidemment la confirmation que, par exemple, l'Iran possède des hélicoptères d'attaque Mi-28 qui sont à la pointe de la technologie. Et encore, nous connaissons les Su-35. La question est comment ont-ils déjà bien rodé cette unité de ces avions? Car il faut beaucoup de temps pour former les gens à piloter en particulier ce type d'équipement qui est à la pointe de la technologie et centré sur le réseau. Donc, ce sont des avions très complexes. Donc, nous savons que quelque chose se passe. Et bien sûr, nous pouvons être absolument sûrs que la Russie fournira leur alerte précoce à Téhéran. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc, mais oui, les États-Unis sont toujours en guerre avec la Russie. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont des lâches à Washington, D.C., mais ils continuent de fournir des armes, des pièces et évidemment des renseignements, vous savez, à l'Ukraine. Mais oui, c'est sans espoir. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Cela n'a vraiment pas d'importance. Ils ne sont pas dans le « eux », c'est tout le problème. Les États-Unis ont été présentés comme le tigre de papier, vous savez, essentiellement, qu'il faut encore une fois comprendre que ce que je dis constamment, eh bien, sans arrêt depuis de nombreuses années maintenant. Les États-Unis ne sont pas capables de mener des opérations interarmes à grande échelle contre un ennemi réel, soulignons réel. Ce qui n'est pas un. Eh bien, contre un ennemi comme la Russie, qui dépasse sa performance ici dans chaque catégorie, la seule chose qui vous reste est de fournir une sorte de, vous savez, tout ce qui reste dans vos installations de stockage et en renseignement. C'est à peu près tout. La raison pour laquelle les États-Unis se sont également retirés, du moins ils l'ont déclaré, de la planification opérationnelle, c'est que la planification opérationnelle par l'OTAN, en particulier ce groupe de Wiesbaden, est une plaisanterie. Je ne pouvais pas, quand l'armée russe a vu ce qu'il planifiait, en particulier la contre-offensive en 2023, ils ont été comme vraiment en pensant du mal d'eux. C'est amateur. Je veux dire, c'est un niveau amateur essentiellement. Et donc, maintenant, ils l'ont abandonné comme ils disent, aux Britanniques. Ça va beaucoup aider. Donc, vous regardez cela, c'est dynamique. La dynamique de cela est absolument pour les Russes combinés, terrifiante. Vous avez Boris Pistorius aujourd'hui, ministre de la Défense de l'Allemagne, qui arrive et dit « Nous n'avons plus rien à donner ». C'est fondamentalement, tout est à nu. Vous savez, toutes nos installations de stockage, nous avons tout abandonné. Oui, c'est tout l'enjeu de l'opération militaire spéciale. Une fois qu'elle a été sabotée par Boris Johnson, évidemment, au nom aussi de l'administration américaine à l'époque de Joe Biden, il était clair que la Russie ne combattrait pas l'Ukraine. Et tout a commencé à être reconstruit pour combattre l'OTAN et épuisé au point d'une démilitarisation complète. Les États-Unis sont démilitarisés. Sa production militaire est pathétique. Elle est dérisoire comparée à ce que produisent les Russes, vous savez. Et donc, en conséquence, nous voyons ce qui se passe. Et oui, aujourd'hui encore, il y avait des feux d'artifice partout en Ukraine. Je vais juste vous donner un exemple. Les États-Unis sont incapables de soutenir ce type de campagne de frappe à distance. Les États-Unis n'ont tout simplement pas la capacité de faire cela. Et comme je l'ai déjà dit, ils ont environ entre 400 et 450, voyons voir, Tomahawks. Ils en manqueront dans environ 5 jours, d'accord? Et ils ne causeront toujours pas beaucoup de dégâts en termes de « alors voilà ». Les Russes le font maintenant depuis quoi? 4 ans. Et l'année dernière, et surtout au cours du dernier semestre, vous avez vous-même vu ce qui est arrivé à leur production d'énergie en Ukraine? C'est parti, tout simplement. Les gens ne comprennent pas. C'est parti, ce n'est pas mort, c'est en cours. Quelqu'un peut le réparer. Vous ne pouvez plus le réparer. C'est fini. C'est fini pour de bon. Et encore, l'Ukraine est un pays immense et nous connaissons les chiffres, n'est-ce pas? Et ils sont terrifiants. Il n'y a pas un seul militaire au Pentagone capable de comprendre cela. Ils n'ont pas de point de référence, ils n'ont pas l'éducation, ils ne comprennent pas ce dont ils sont témoins. Et donc, certains le font.
Mais ceux qui le font, ils ne sont pas autorisés à s'exprimer dans les médias établis, par exemple, ou à annoncer de mauvaises nouvelles à Trump, par exemple. Et donc, ce type pense aussi que oui, les États-Unis peuvent sortir de toute cette situation en tant qu'arbitre. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, dans l'interview de Lavrov, il y a essentiellement un effondrement du fait que les Russes n'autorisent pas les États-Unis. Ils ont donné des programmes. Les États-Unis ne les ont pas acceptés, donc, eh bien, il est trop tard maintenant. Je pense que ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie en termes de négociations, parce que l'autre alternative à la guerre serait des négociations, ce serait de parvenir à un accord entre les deux parties. Les mêmes personnes qui négocient avec la Russie, Steve Witkoff, Kushner et ça. Peu importe le nom, oui, je sais. Je ne peux pas le prononcer. Le troisième. Mais les mêmes personnes négocient d'une manière ou d'une autre, ont commencé à négocier avec l'Iran. Quand nous regardons les négociations depuis plus d'1 an et pendant plus de 12 mois, ils se parlent et nous avions Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie, disant que les négociations ne vont pas dans la bonne direction. Et qu'est-ce que c'est? Parce que cela pourrait, d'une manière ou d'une autre, aider le négociateur iranien à voir ce qu'il pourrait obtenir en négociant avec ces personnes. Les Russes continueront à faire cela. C'est comme le Dune de Frank Herbert, que je répète sans arrêt depuis des années. Les formes doivent être respectées. Les Russes continueront à respecter les formes. Et aussi, il faut des négociations. Alors, adoptons ce type de cadre. Et c'est l'une des pistes. Ce que j'ai répété à de nombreuses reprises, ad nauseam, depuis des années. Zhou Enlai, le premier ministre chinois en 1954, a correctement reformulé une célèbre phrase de Clausewitz. Et Clausewitz, souvenez-vous de ce qu'il a dit, que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais Zhou Enlai l'a interprété, reformulé comme suit. La diplomatie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Les diplomates, dans ce contexte, dépendent totalement des événements sur le champ de bataille. Cela a toujours été le cas. La géopolitique est basée sur l'équilibre des puissances. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à comprendre, vous pourriez. Eh bien, ils ne comprendront pas ce qu'est l'équilibre des puissances. Tous ces gens, vous savez, les humanités abruties de l'Ivy League, Georgetown ou Columbia, quoi que ce soit, c'est en fait une chose industrielle, technologique, qui se traduit par l'équilibre des puissances comme étant principalement une puissance industrielle, militaire, une puissance technologique. Et ce que Lavrov dit, c'est que les Russes le savaient depuis le début. Mais ils continueront à poursuivre cette voie, parce que c'est comme ça qu'on fait. Vous savez, c'est comme ça que font les États mûrs. Les États-Unis sont actuellement dans une position désespérée. C'est une situation désespérée. D'abord, ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas la capacité de restaurer à l'échelle requise, vous savez, la base industrielle. C'est extrêmement difficile. Certaines choses sont tout simplement impossibles. Et par conséquent, s'ils pensent que si vous pouvez imprimer plus d'argent, cela vous apportera quelque chose d'une manière ou d'une autre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ce que nous avons, Trump a besoin d'une sorte d'accord. Il s'est convaincu, et les gens autour de lui l'ont convaincu qu'il est d'une manière ou d'une autre un grand négociateur qui a fait faillite 8 fois. Évidemment, cela nous dit tout ce que vous devez savoir sur lui. Vous savez donc, mais il ne comprend pas ce qu'est la diplomatie, ni la plupart des gens, vous savez, dans son administration. Et en conséquence, regardez, si vous regardez intensivement ce qu'est les États-Unis, qui sont épuisés économiquement, militairement et maintenant culturellement et, vous savez, socialement, ont à leur place. Il est contrôlé par Israël, qui exige qu'il traite avec l'Iran, d'accord? Et Trump, peu importe comment il essaie de manœuvrer, il est complètement contrôlé par Netanyahou et ses gens, parce que il est absolument enlisé dans ce scandale avec Epstein. Et il se bat essentiellement pour sa survie. Et encore, c'est une toute autre histoire. Les élites américaines, ce sont les soi-disant élites et elles sont la classe dirigeante. Maintenant, il y a évidemment une situation qui se passe au niveau national. Ce n'est pas seulement la situation qui est que, eh bien, les démocrates essaient principalement de secouer vous savez, les fondements du pays avec leur... ce n'est pas pour dire que l'ICE n'a pas commis des choses absolument atroces. Ils l'ont fait.
Mais le problème plus important est que oui, vous devez retirer les illégaux et surtout les gangs des États-Unis. Trump ne sait même pas comment faire cela. Je veux dire, il parle beaucoup, vous savez, mais clairement, tout ça, en fait, aboutit à du sabotage de la part des différentes factions du parti unioniste. Donc, le pays est dans un tel état que il se déchire essentiellement lui-même. Et nous avons maintenant la situation avec, évidemment, qui est pas seulement l'Ukraine, c'est tout l'Occident combiné. C'est la civilisation occidentale qui est absolument déchirée. Eh bien, c'est déjà mort, disons-le ainsi. L'Occident tel que nous le connaissions, grand scientifique, culturel, artistique, vous savez, tout ce que vous voulez, industriel, c'est humain, tout est parti. Ça n'existe plus. Nous devons comprendre cela. Le Premier ministre de Belgique a déclaré aujourd'hui que l'industrie européenne a disparu. Nous la perdons, vous savez, donc. Et pouvez-vous imaginer ça? Alors, qu'est-ce qui lui reste? Il aimerait obtenir le Groenland, car dans ce cas, il pourrait sortir et dire « Regardez-moi, vous savez, je suis, vous savez ». Et oui, le public applaudirait ce à quoi vous vous attendriez. Mais le problème maintenant, regardez comment il est déchiré. Et puis, bien sûr, il y a la bande de crétins qui veulent toujours combattre la Chine. Et maintenant, il y a, je ne veux même pas commencer aujourd'hui à parler des Français, de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et de la Russie actuellement. Ce sont des imbéciles, en gros. Tous, sans exception. Là-bas, les gens normaux n'ont pas le droit d'approcher. Et donc, vous avez ce chaos et ce n'est pas contrôlable et nous verrons. L'Iran devient évidemment vous savez, pour ainsi dire, le point principal de l'attention actuelle de l'administration Trump en Israël. Mais encore une fois, nous devons comprendre, Israël contrôle Washington. Et réussiront-ils? Eh bien, s'ils réussissent, je pense que l'Iran les a déjà avertis, vous savez. Et quoi qu'il arrive après cela, vous savez. André, toi et moi nous souvenons quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, l'une des principales rhétoriques de sa part était une meilleure relation avec la Russie. Où en sommes-nous maintenant après plus d'un an? Y a-t-il comment un point positif de l'administration Trump pourrait-il apporter une sorte d'espoir pour l'avenir, pour la relation? Non. Oui, écoutez, au moins, le seul point positif qui en est ressorti est que les États-Unis et la Russie n'ont pas commencé leur échange nucléaire. C'est bien, vous savez. Donc, c'est pourquoi j'ai personnellement voté pour Trump, sachant qui il est. Tout le monde savait. Et vous vous souvenez de Tucker Carlson avant l'élection? Il est sorti et il était très direct. Il a dit, peu importe à quel point il est narcissique, peu importe à quel point il est, vous savez, possédé, si vous voulez. Vous savez, cette personne il est toujours meilleur que cet idiot gloussant que les démocrates et le GNC essayaient de promouvoir. Parce que ces créatures auraient déclenché, à un moment donné, la guerre nucléaire. Parce c'est à quel point elles sont incompétentes. Mais au moins, c'est positif. Et même le fait que les États-Unis et la Russie discutent, c'est déjà positif. Mais au-delà de ça, M. Lavrov, il y a quelques semaines, il était très clair. Oh non, pas de perspective économique sérieuse entre la Russie et les États-Unis. Trump n'a même pas osé ouvrir le trafic aérien entre la Russie et les États-Unis depuis plus d'un an. Cela vous dit tout sur qui il est. C'est essentiellement une montgolfière, poussant de l'air chaud à gauche et à droite. Sur le plan concret, oui, il y a eu une réunion à Anchorage, mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les Russes savaient qu'ils ne tiendraient probablement pas à ces plans. Il ne pourra rien y faire. Il est absolument incapable d'obtenir des résultats concrets, à part des déclarations. Oui, vous savez, et selon lui, les États-Unis sont énormément, vous savez, prospères grâce à lui après l'année, vous savez. Donc, il a manifestement modernisé l'armée. Alors, que puis-je dire? C'est triste. C'est une triste situation. Mais encore une fois, tant que la nouvelle génération de politiciens américains, des gens qui ne sont pas embourbés dans cette dégénérescence et crime n'arrivera pas au pouvoir, il n'y a pas de discussion. Et bien sûr, encore une fois, les États-Unis pourraient commencer à imploser beaucoup plus rapidement si, Dieu nous en préserve, ces idiots décidaient d'attaquer l'Iran. Vous savez? Et comme je l'ai déjà dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux dire, ils planifient.
Ils comptent leurs, vous savez, forces requises, combien de leurs stocks ou, vous savez, magasins ils doivent lancer sur l'Iran, mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent vraiment pas combattre des gens courageux qui défendent leur pays, leur nation, leur foi, peu importe. Donc, ils n'ont jamais vraiment bien, ils ont rencontré ça au Vietnam, donc ça ne s'est pas bien passé, comme vous vous en souvenez peut-être. Et quoi que l'Iran, la Russie et la Chine fassent maintenant, je ne sais pas. Ils font quelque chose. Je n'en suis pas informé. Nous savons juste qu'une partie de cela, qu'il y a des Su-35, il y a des Mi-28, et quel que soit pour les complexes de défense aérienne qu'ils ont maintenant, l'Iran produit ses propres complexes de défense aérienne qui se sont avérés fonctionnels au moins. Ils n'ont pas eu des résultats exceptionnels, mais ils ont tenu le coup malgré tout. Ils ont atténué la dernière fois ces attaques. Donc, c'est impressionnant étant donné que beaucoup avaient été lancés sur Israël, ou plutôt, excusez-moi, sur l'Iran. Et c'est ce que nous avons en ce moment. En gros, leur expansion que nous avons maintenant est insensée. Nous n'avions rien de tel même pendant la guerre froide. Et même pendant, vous savez, la crise des missiles de Cuba, où d'ailleurs la Russie a promis du pétrole à Cuba, et il y aura évidemment un convoi incluant la marine russe escortant leurs pétroliers vers Cuba pour leur fournir le carburant pour vous savez. Donc, ouais, c'est ce que nous avons. André, y a-t-il des Iraniens ou des Chinois en Russie qui apprennent à se battre comment? Oui. En formation. Oui, absolument. Absolument. Et n'oubliez pas, à la fin de ce mois, il y aura encore l'exercice de flotte de surface entre les marines iraniennes, russes et chinoises seront à nouveau présentes. Il y a eu un exercice récemment. Maintenant, ils vont y retourner. Et c'est une sorte de démonstration du drapeau, comme je l'ai déjà dit. C'est pour la Chine, il est temps de prendre parti, vous savez, dans le sens où la Chine, alors que vous avez quelque part 100, vous avez la plus grande flotte de surface du monde, envoyez-la. Vous savez, envoyez-la. Les Russes font ce que. Les Russes sont occupés par d'autres choses, vous savez. Enfin bref, oui. Alors envoyez-la, montrez le drapeau, démontrez le drapeau. Nous savons que vous avez les drapeaux. Vous savez que vous avez les coques que vous pouvez mettre là-bas et démontrer avec. Envoyez vos destroyers type 55. Ce sont des navires puissants, vous savez. Donc, démontrez-le simplement. Vous savez, alors montrez que vous êtes présent et vous savez comme vous suivrez la situation au Moyen-Orient à la fin. En fait, la Chine en dépend. Plus d'un quart du pétrole chinois passe par le golfe Persique. C'est aussi simple que ça. Allez, défendez vos voies de communication maritime. C'est ce que vous devez faire. Les Russes n'en dépendent pas. Ils obtiendront probablement cette base au Soudan, ce qui a été décidé. Et ils contrôleront la mer Rouge et de nombreux accès là-bas. Mais pour la Russie, ce n'est pas aussi critique que pour la Chine. Et c'est ce qu'ils doivent comprendre. Et nous verrons. Pour l'instant, ils ont envoyé quelques navires et nous verrons où cela mène d'ici la fin du mois. Espérons que les hostilités ne commenceront pas et que Trump essaiera au moins de, vous savez, se tirer de ce dilemme s'il le peut. Ce que je ne pense pas qu'il puisse, car monsieur Netanyahou lui a probablement dit que d'autres documents intéressants pourraient faire surface. Eh bien, nous savons, on sait tout sur chacun d'eux. Tout le monde sait qui ils sont, ce qu'ils ont fait, vous savez. Donc, c'est juste, vous savez, essentiellement un théâtre kabuki à ce stade. André, l'un des traités les plus importants était le traité New START, qui était entre les États-Unis et la Russie. Voyez-vous ce qui s'est passé avec la décision de l'administration Trump de ne pas prolonger le traité? Voyez-vous cela comme, vous savez, un mouvement vers une sorte d'escalade ou une sorte de course aux armements en termes d'armes nucléaires? Ou voyez-vous cela comme une stratégie de la part des États-Unis pour rassembler toutes ces puissances nucléaires et conclure un traité entre elles? Eh bien, Trump et son administration peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Et les Russes ont déjà déclaré, ouais, la Chine, bien sûr. Les États-Unis veulent la Chine, ce qui, je pense, est raisonnable. Mais les Russes déclarent aussi raisonnablement que où est la France? Où est la France? Et où est le Royaume-Uni? Pourquoi ne continue-t-il pas? Où est, vous savez, le Pakistan? Vous savez, Israël. Où est Israël? Allô, vous savez. Donc, tout cela, comme je l'ai déjà dit, c'est aussi une sorte de fantasme de Trump. Vous voyez, il veut évidemment devenir, vous savez, le prince de l'univers, vous savez, le faiseur de paix, le gars des accords de paix. Donc, mais le problème est que
Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc, la Russie a suspendu le traité en 2023. Pourquoi? De la même manière, 2 fois les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied en abrogeant le traité INF et le traité ABM. Cela a été abrogé sur la base de l'incompétence totale des organisations analytiques américaines, et en particulier celles travaillant pour le Pentagone, parce qu'elles pensaient que tout cela était une blague. Et puis soudain, ils ont reconnu que les Russes avaient une génération ou deux d'avance sur eux en ABM, en termes de missiles à portée intermédiaire. Les États-Unis ne font même pas le poids, vous savez donc. Et Arsenic n'est pas le dernier, d'accord? Il y a d'autres systèmes d'armes là-bas qui sont... Donc, et c'est pourquoi la Russie, en 2023, a dit, d'accord, nous suspendons cela, parce qu'au final, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ce n'est pas seulement une question d'ogive nucléaire. Bien qu'il y ait une forte suspicion, hypothèse très raisonnable en fait, que les États-Unis ne peuvent même plus produire de charges de classe mégatonne. Ils peuvent produire 100 kilotonnes, vous savez, quelque chose comme 150 kilotonnes, comme les ogives qu'ils transportent avec le Trident 2 G5. En termes de Minuteman 3, après trois programmes de modernisation. Et ne vous méprenez pas, le missile Sentinelle n'entrera pas en service de sitôt. En fait, il est probablement mort. Le Minuteman 3 a réduit sa portée de 3000 km. Maintenant, il ne peut atteindre que l'extrême-orient russe. Il ne peut pas atteindre Moscou, il ne peut pas atteindre la zone centrale industrielle. Du coup, il ne reste que les tridents qui, bien sûr, deviennent obsolètes, tout comme les sous-marins de classe supérieure qui vieillissent. Le plus récent, la Louisiane, a déjà 22 ans. Il est encore en bon état. Je veux dire, c'est encore un nouveau sous-marin, mais ce qui va se passer autour de 2030, il prévoit de mettre le nouveau sous-marin de classe Columbia, avec le même trident d'ailleurs, qui d'ici là aura 40 ans, également avec toutes sortes de modernisations. Donc, ils approcheront presque des 30 ans. Le reste, c'est la vieille flotte. Ils sont vieux. Leur premier sous-marin de classe supérieure, mon Dieu, qui a été converti en sous-marin de missiles de croisière SSGM, 45 ans, quelque chose comme ça. Je veux dire, donc. Et quand vous regardez cela, c'est tout à propos des systèmes de livraison, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les systèmes de livraison américains, franchement, ils sont obsolètes, tous. Et quand vous regardez attentivement les systèmes de livraison que la Russie produit, sans parler de tous ces avant-gardes hypersonique, 27 en gros, portée illimitée. Il en va de même pour le Sarmat RS-28 qui peut essentiellement faire le tour de la Terre. Regardez Sarichny. Mettez Sarichny sur Tchoukotka, qui est de toute façon un complexe mobile. Qu'obtenez-vous? Vous couvrez la majeure partie des États-Unis, y compris la zone de position stratégique des Minuteman, qui sont eux-mêmes obsolètes malgré toutes ces modernisations. Et nous savons qu'il n'y a pas de programme Sentinelle dans. Il s'est tout simplement effondré. Que reste-t-il? Eh bien, les éléments traditionnels de l'aviation américaine, qui sont obsolètes, un concept absolument obsolète, surtout à l'ère des S-400, S-300 V4 et S-500. Et donc, s'ils veulent contrer la Russie, ils ont déjà perdu. Je l'ai affirmé depuis 2017, les États-Unis ont perdu la course aux armements. Ils ont surtout perdu dans les systèmes de livraison stratégiques, car ce sont les systèmes de livraison qui comptent vraiment. Même si vous avez non pas une mégatonne, mais quelques ogives de 150 kilotonnes, c'est sur le véhicule avant-garde, vous ne pouvez pas l'intercepter. Il n'y a aucun moyen, il n'y a rien. Les États-Unis n'ont pas. Il peut probablement essayer de le suivre, donc. Et ensuite proposer ces idées idiotes comme le Golden Dome, peu importe ce que c'est. En termes de défense aérienne et de système de défense anti-missiles, les États-Unis ne sont même pas dans la même ligue. Mais tout cela se regroupe en une dissuasion stratégique et des forces stratégiques. Et donc, la Russie a dit, d'accord, vous ne voulez pas, d'accord. C'est un moment psychologique. Évidemment, nous n'avons rien qui nous limite, mais il y a certaines pistes sur lesquelles les États-Unis ne pourront plus combler l'écart, car la Russie est tellement en avance. En termes d'armes hypersoniques, Vladimir Poutine s'est trompé. Laissez-moi le dire ainsi. Lorsqu'il l'a déclaré sur le nombre de 2018 des armes hypersoniques, il a dit que « Oh, nous savons que les États-Unis y travaillent aussi et éventuellement, dans 5 ans peut-être, ils. » Nous avons maintenant quoi? 8 ans, rien. Zéro, nada.
Et puis vous avez l'année dernière, non, 2024, vous avez l'Agence européenne sur les armes hypersoniques. Ils ont dit à 20 ans au mieux. Wow, 20 ans. Mm-hmm. Oh là là. Alors voilà, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et encore une fois, les gens ne comprennent pas le système des systèmes. Ce ne sont pas seulement les systèmes de livraison. C'est comment vous pouvez vous défendre. Mm-hmm. Il y a une vidéo sur YouTube que des gens ont faite. Vous savez, c'est le missile américain GBU en vol, démarrant, vous savez, lançant le G intercepteur basé au sol. Et bien sûr, A24-3. À 235 NADOD, le célèbre missile hurlant qui est déjà à la sortie du conteneur a déjà la vitesse de supérieure à Mach 5, ce qui est hypersonique. Il accélère donc à Mach 14 et dans l'espace. Et donc, c'est juste que aucune comparaison. Il n'y a littéralement rien, vous savez. Donc, et les États-Unis continueront à faire pression, ce qui leur permet de conserver un certain avantage. Mais encore une fois, c'est aussi précaire dans ISR, dans le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Mais encore une fois, les Russes élargissent leur regroupement orbital. Aujourd'hui même, nous en avons eu encore 9. Encore 2 satellites et quelque chose d'autre est apparu. Deux satellites météorologiques, vous savez, des satellites hydrométéorologiques. Donc, oui, c'est tout. Vous savez, j'ai tellement parlé de ça, c'est documenté. J'ai écrit 4 livres à ce sujet et je m'approche du 5e. Je ne peux pas expliquer l'écart. Je veux dire, c'est une bête. Ce n'est pas juste l'écart. Oui. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Quand vous voulez. À bientôt, André. Au revoir. Au revoir. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais